précédent épisode. Lors d'une visite de nuit à l'école supérieure des arts de Mornombeu, nous fîmes une découverte dont le souvenir me glace encore d'effroi. La couverture de l'ouvrage, en cuir, ne comportait aucune inscription. Excellent! On a là les traductions du Spiritum Maleficarum. C'est un grimoire de magie noire écrit au XVIIIe siècle par le peintre dément, Phileas Cruncher. Ouah, tout ça c'est des légendes. Oui, mais on dit aussi que Phileas Cruncher serait revenu d'entre les morts pour achever son dernier tableau. Une voix glaciale s'adressa alors à nous. Puis soudain il y eut cette femme. Elle souffla comme une tempête. Il y a 6 ans, il s'est retiré dans un chalet au milieu des bois. Mercredi 31 décembre 2003, je passerai le réveillon avec Milky, dans son chalet. Cependant, ce sera pas pour faire la fête. Il a, paraît-il, d'importantes révélations à me faire. Il faut que je te parle, c'est à propos de cette fameuse nuit à l'ESA de Mornombeu. T'as certainement pas oublié? J'éprouve une certaine appréhension à la perspective de ressortir cette vieille histoire du tiroir dans laquelle je l'avais enfouie. Mais après 6 années, je serais tellement heureux de retrouver Milky que rien n'aurait pu me faire décliner son invitation. Il habite à une 50aine de kilomètres de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Avec toute cette neige, je ne serais pas arrivé avant 2 bonnes heures. Jusqu'ici, je roulais sur un tronçon d'autoroute sablé, mais à la prochaine sortie, il n'y aura plus que la petite nationale non déneigée. Il va falloir se montrer prudent. Je suis déjà venu par ici. La Belgique profonde, c'est verdoyant en été, mais l'hiver, il ne reste guère que les sapins pour trancher avec la blanche platitude. Je quitte la belle autoroute illuminée pour m'enfoncer sur les petites routes de campagne. Tu vas traverser 3 villages. M'a indiqué Milky. Ensuite, tu continueras sur la voie principale pendant une dizaine de bornes. Fais gaffe, ça tourne dans tous les sens. À un moment donné, tu verras un calvaire avec une croix sur la droite. 200 mètres plus loin, il y aura un petit sentier qui s'enfonce dans les bois. En fait, c'est juste à l'endroit où la sapinière s'arrête. Tu prends le sentier. Alors ça va secouer un peu pendant 2 ou 3 kilomètres et puis tu tomberas sur une petite patte d'oie. À ce moment-là, tu prends à droite. Au bout de 500 mètres, tu verras le chalet. Tu peux pas te tromper, il n'y a rien d'autre que des arbres aux alentours. Je suis pas sûr d'avoir tout bien retenu, mais je viens de traverser 2 villages. J'entre dans le 3e. Les réverbères sont rares. Mes phares ont bien du mal à transpercer la brume. La brume qui s'étale comme un couvre-lit sur le drap de neige boueuse. De chaque côté, les habitations éclairées glissent lentement, et déjà le bout du village arrive. La sapinière à ma droite, ça me rappelle quelque chose. Le ravin sur ma gauche, je suis sur la bonne route. C'est vrai que les virages sont serrés, mais j'ai des bons pneus neige. J'aperçois la croix au loin. Je suis presque arrivé. Voilà le bois à droite et le sentier. Je m'y engage. La neige est vierge. Milky n'a pas dû sortir de la journée. J'espère que je peux compter sur mes pneus parce que j'ai pas envie de traverser cette forêt à pied. Mais comment a-t-il pu venir s'installer dans un endroit aussi lugubre? C'est pas très rassurant. J'imagine que sous le soleil ça doit être ravissant, mais sous la lune... C'est pas que j'ai peur, mais... Je suis bien content d'être à l'abri dans ma voiture. Et dire qu'il va falloir que j'en descende pour entrer chez Milky, ça me flanque la chair de poule. Ça y est, j'y suis. La petite maison de Rondin ne me paraît pas très accueillante. Les volets sont clos. Des taches verdâtres constellent la façade. J'éteins les phares, je coupe le moteur. Que du silence et du gris. Je descends de la voiture. La lumière lunaire filtre à travers la voûte des branches invisibles. Ce pâle éclairage me procure l'impression de figurer dans un vieux film d'épouvante. Ça me fait penser aux 2 invités du bal des vampires qui, à la fin, s'enfuient en traîneau, après que l'un d'eux ait été mordu. Quelle ambiance. Je frappe à la porte. Milky ? Milky, t'es là ? C'est idiot, mais le timbre de ma propre voix m'a fait sursauter. Mais Milky ne répond pas. Milky ? Milky ? Toujours rien. Eh oh, Milky ? Tant pis, j'ouvre. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave, ou alors il s'est endormi.
Je trouve l'interrupteur. La petite ampoule pendue au centre de l'unique pièce s'allume. Une lumière jaunâtre inonde le petit Capharnaüm. Des relents âcres me prennent au nez. Il s'agit d'une odeur que je ne saurais définir, mais elle est acidulée, pestilentielle. Quelques toiles sur chevalet sont disposées en rang d'oignon le long du mur du fond. Une autre toile, encore vierge, est installée devant la fenêtre donnant sur l'avant du gîte. À la tête du lit, contre la paroi de gauche, une table calée dans le coin ne laisse qu'une place disponible. Elle est jonchée de détritus. J'identifie une croûte de pizza et un trognon de pommes noires, momifié. D'un seul coup d'œil, je constate que Milky n'est pas là. Serait-il sorti faire un tour en m'attendant? Pourtant, il n'y a pas de trace de pas dehors. « Allez, c'est bon, Milky, sors de ta planque, on n'est plus au bahut !» J'essaye de me persuader qu'il est en train de me jouer un tour, mais je sais déjà qu'il n'y aura pas matière cette nuit à se réjouir. Et s'il s'était fait attaquer? Personne n'aurait pu lui venir en aide, il est peut-être mort. Je devrais pas penser à des trucs pareils, il doit y avoir une explication moins morbide. Il aura par exemple décidé au dernier moment de fêter le réveillon avec sa mère, il a oublié de me prévenir. Elle sera passée le prendre avant la dernière chute de neige, ce qui expliquerait qu'il ne subsiste aucune trace. Il m'a déjà fait faux bon, ce serait pas la première fois qu'il me poserait un lapin. J'en ai jamais voulu, mais aujourd'hui, ça m'inquiète. Et puis, me voilà seul au milieu de nulle part. Un étrange pressentiment me tourmente. Je jette un coup d'œil aux dernières œuvres peintes par mon ami. Des visages. Aurait-il décidé d'abandonner l'abstrait? On dirait presque que ces visages respirent. Ils me fixent de leurs yeux noirs et profonds. Le réalisme est confondant. Quelle technique a-t-il bien pu utiliser pour obtenir un tel résultat? Je m'approche des 7 portraits, et il en est un qui attire particulièrement mon attention. Un gros homme aux cheveux gominés, avec une fine moustache noire qui rebique à chaque extrémité. Il ressemble à Hercule Poirot. Et il m'a semblé l'avoir vu bouger. Vraiment, chapeau, Milky. L'illusion d'optique est parfaite, bon sang, je suis épaté. Tiens, maintenant c'est la femme au chignon qui vient de cligner des yeux. C'est incroyable. J'aurais presque honte de montrer mes dernières créations à mon ami, elles vont lui paraître fades. Moi, j'en ai apporté quelques-unes, mais je crois qu'elles resteront sur le siège arrière de ma voiture. Mais je parcours du regard l'étagère où sont rangés ses tubes de peinture et sa fiole d'huile. Sa palette, posée en équilibre, est barbouillée de couleurs desséchées. Le grenat ressemble étrangement à du sang caillé. Des mélanges colorés et troubles, d'aspect douteux, occupent les fonds de 4 petits pots en verre. Je trempe le bout de mon index dans l'un d'eux. Il contient un mélange tirant sur le brun vert. Je traverse la fine peau formée à la surface. C'est gluant. On dirait un liquide organique. Je renifle mon doigt. Ah, ça sent le vinaigre mêlé à du jus de rat crevé. Pouah! J'en ai l'estomac retourné. Je m'empresse de reposer le petit récipient à sa place. Ah, et c'est avec ces trucs visqueux qui mélangent ces couleurs. C'est répugnant. Pourtant, le résultat est là. Je me demande comment il obtient ces espèces de substances fixantes. J'écarte la tenture noire qui regarde le lit, et derrière laquelle se dissimule une toute petite pièce annexe, la salle de bain. Oh non, non! Je savais que mon ami était un marginal, mais je n'aurais jamais cru capable de faire une chose pareille. Voilà donc ce qui empeste toute la pièce. Des cadavres écorchés de ce qui ressemble à des lapins, ainsi que d'autres espèces méconnaissables, sont entassés dans la baignoire, il y a du sang partout. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il a pété les plombs. Ah là, c'en est trop, là je le suis plus, il a dépassé les bornes. Si Milky a viré fou, Dieu seul connaît les raisons pour lesquelles il m'a invité. Tout ici respire la démence. Je sors de la salle de bain et je me dirige vers la sortie. Le vibreur de mon téléphone portable se met à trépider contre mes côtes. Je réponds. C'est Milky. Mon cœur est prêt à se décrocher. S'il était derrière la porte à m'attendre, un couteau à la main, une hache, une faux, ou pire encore. Je colle le combiné contre ma joue, ma main tremble. Alors, tu es là? Dit-il. Mais t'es où, Milky? Je suis pas très loin. Je suis derrière le chalet. Rejoins-moi. Figure-toi que j'ai vu ce que tu as fait avec les animaux, c'est répugnant. Il faut que je t'explique. Viens derrière. Non, je suis désolé, Milky, mais là, moi, je me casse. J'ouvre la porte. L'air nocturne s'engouffre.
Fais pas le con, Maxime. Viens derrière, il faut vraiment que je te parle de quelque chose d'important. T'as quand même pas peur de moi, merde. On se connaît depuis tant d'années. Allez, viens, ça fait longtemps qu'il fallait que je te voie. J'ouvre la portière de ma voiture. J'étais prêt à repartir, mais sur l'insistance de mon vieil ami, je me décide à rester. J'empoigne la lampe de poche qui traîne dans la boîte à gants, puis je contourne le chalet, arrosant la blancheur miroitante du décor d'un jet blafard. Les piles sont en fin de vie. Bon, ça y est, dit Jamilki. Je suis derrière le chalet, il y a une sorte de verger clôturé. C'est mon jardin, continue, je suis au fond. Le combiné collé à l'oreille, je m'enfonce entre les arbres fruitiers dépouillés, dans les entrailles glacées de la nuit. Ah, il me semble que je vois quelque chose. C'est toi ? Sûrement. Non, c'est une butte de terre. Tu n'es plus très loin, continue d'avancer. J'approche du monticule qui a attiré mon attention, il est surmonté d'un arbrisseau maigrelet. Ma lampe faiblit, elle s'éteint puis se rallume de façon irrégulière. Au pied de l'arbrisseau se trouve une espèce d'ardoise recouverte de neige. Et d'un seul coup, je réalise la nature de cette découverte. Bon sang, Milky, il y a une tombe dans le fond de ton jardin. Qu'est-ce que t'as foutu ? T'es où ? Je suis devant toi. Comment ça ? Cette tombe est la mienne. Allez, c'est bon, Milky, arrête de déconner, t'as décidément rien perdu de ton humour noir. J'ai perdu le sens de l'humour depuis longtemps. Lis donc ce qui est inscrit sur la pierre. Je retire la neige insérée dans les gravures. Et il est écrit... Non. 6J ? Non, c'est pas possible. Je lis plusieurs fois en silence pour m'assurer que j'ai pas la berlue. Mais pas de doute. 6J, Ivan Timilki, 1974-2000. Alors, tu me crois maintenant ? J'ai moi-même creusé le trou. Et je l'ai moi-même rebouché. Et bon sang, Milky, tu me parles au téléphone, t'es mort depuis 4 ans. Tu refermes toi-même ta fosse. Ah, c'est pas possible. Je coupe la communication. Je laisse la tombe derrière moi et pris de panique, je me presse de rejoindre ma voiture devant le chalet. Elle n'est plus là. Ma voiture n'est plus là. Mon esprit tente désespérément de trouver une part de rationnel à laquelle s'agripper, mais je sais que personne n'est parti avec la voiture. Je l'aurais entendu. Et puis de toute façon, il n'y a aucune trace. C'est comme si j'étais jamais venu. Je sais aussi que rien ne servira d'essayer de sortir de cette forêt. Je sais, tout comme je savais d'où venait la voix cette fameuse nuit où nous fîmes la découverte du livre et rencontrâmes l'ombre démoniaque. Tout ce qui se passe en ce moment est lié à cette nuit-là, ça ne fait pas un doute. Mais qu'avait donc à me révéler Milky d'aussi important ? Je redresse la tête, mon ami est là, debout, devant moi. Il ne bouge pas, ne cligne pas des yeux, les yeux fixes, emplis de néant. Dans ma poche, le téléphone se met à vibrer à nouveau. Milky me fait signe de répondre. Il articule des mots sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Je colle l'écouteur contre mon oreille. Je crois que tu as compris. Pas tout à fait, non. Dis-moi ce qui se passe, Milky. Il se passe que nous avons dépassé les limites. Comment ça, nous ? Tu te trouvais avec moi la nuit où nous l'avons vu. Nous lui avons ouvert les portes de nos âmes. Nous lui sommes liés par le sang. Écoute bien, tiens-toi sur tes gardes. Il va tenter de te séduire, de te faire peindre pour lui. Tu dois résister, tu m'entends ? Résister. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, il m'a eu, mais toi, il t'a pas encore séduit, alors écoute-moi bien. Tu dois brûler le chalet et l'étoile qu'il contient. Tu devras aussi verser quelques gouttes de ton sang dans les flammes, en récitant les 5 mots. Elohim, Meliora, Probokwe, Sumroa. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années ? Qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai voulu renouer avec lui. Mais c'est lui qui m'a retrouvé. Et après que je l'ai invoqué maintes fois sans succès, il a fini par daigner remettre la traduction du Spiritum Maleficarum sur mon chemin. La même que celle que nous avions eue dans les mains il y a 13 ans. Alors j'ai commencé à peindre pour lui. La première toile achevée, j'ai voulu me rétracter. Mais je suis tombé amoureux de la femme que je venais de peindre, ou plutôt de son visage. Elle n'avait existé que dans mes fantasmes et pourtant par magie, elle s'est animée. Elle m'a parlé d'une voix tellement douce, comme aucune femme ne m'avait jamais parlé auparavant. Puis elle m'a demandé de peindre encore. J'ai pas su dire non. Maintenant je suis damné. Elle n'était qu'un leurre. C'était lui qui se cachait derrière ce ravissant visage. Ne te laisse pas séduire, Maxime. Brûle tout sans remords. Mais c'est qui, lui ? Phileas Cruncher. Qui d'autre voudrais-tu que ce soit ? N'oublie pas, quelques gouttes de sang dans les flammes en récitant les 5 mots. C'est le seul moyen de lui fermer les portes de ton âme. Sur ces dernières paroles, Milky disparaît. Je coupe la communication. Pendant un instant, je réfléchis à la manière d'exécuter les recommandations de mon ami. Tout brûler,
Oui, mais avec quoi? Il va me falloir à nouveau entrer dans le chalet. La porte s'ouvre, sans que je la touche. J'esquisse un mouvement de recul. J'hésite. Puis poussé par l'envie que tout cela s'arrête, que tout redevienne normal, j'entre. Je me répète la formule du contre-sortilège en boucle, à la manière d'un mantra. Elohim, meliora, proboque, sumoa. Elohim, meliora, proboque, sumoa. Les tableaux au fond de la pièce ont interverti leur place. Le portrait d'Hercule Poirot a disparu, remplacé par celui d'une jeune fille, rousse, qui me fixe. Son regard est aguichant, mais un je ne sais quoi de maléfique s'en dégage. Son visage, fin et blafard, paraît vouloir s'extirper de la toile à laquelle il est ancré. Soudain, ses prunelles se mettent à rouler dans leur orbite. Elle me regarde. Ses lèvres flamboyantes vont remuer. Me souffle-t-elle. Ses yeux oscillent de gauche à droite, de la toile à mon regard et de mon regard à la toile. Mes doigts se saisissent d'un pinceau. Je prépare mes teintes sur la palette. Oui, la toile vierge m'attendait. Un autre monde se dévoile soudainement. Voilà donc à quoi ressemble l'au-delà. Le décor de la pièce a pris un ton sépia. Des visions macabres m'apparaissent. Je les projette sur le filet blanc. Elles se prennent dans les mailles. Je suis un pêcheur d'âme. Je ne reconnais pas les traits de celui qui s'éveille sous ma pointe de soie. Mais je sais que c'est lui qu'il fallait que je peignisse. C'est une âme errante, esclave du mal, que j'ai capturée sur ma toile. J'apporte la dernière touche à mon œuvre, et soudain, je reconnais ce portrait. C'est impensable. Ses yeux, cette fine moustache, ses cheveux, c'est... Le visage entr'ouvre la bouche. Et oui, je suis toi. Ou plutôt, ton âme. Mon propre portrait me parle. Il me nargue tel un miroir autonome et malfaisant. Et tout à coup, tous les tableaux se mettent à parler en même temps. Ils parlent et parlent encore, mais leurs paroles ne sont pour moi qu'un flot de sons mis bout à bout sans aucune signification. Peut-être des reproches, peut-être une demande. Ma consternation est telle que je ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils me disent. Puis subitement, le flot s'arrête. L'expression de mon portrait se fige sur une étrange grimace. La peinture a séché. Tout est fini. Je vais aligner mon âme avec les autres, prisonnière contre le mur du fond.